Élu député de Savoie à l'issue des élections législatives de 1978, vous avez été, comme je l'ai dit, le plus jeune député de l'hémicycle. Dès votre élection à la présidence du Conseil général en mars 1982, vous vous êtes engagé déjà dans un style avec le style qui vous est propre, avec Jean-Claude Killy, avec lequel vous avez organisé les Jeux olympiques d'Albertville. Vous devenez ministre de l'Environnement en 1986, vous êtes nommé ministre des Affaires européennes en 1995. En 1995, toujours au gouvernement, vous êtes élu sénateur de Savoie, vous êtes réélu en 1997 et ne quittez le Sénat qu'après votre confirmation comme commissaire européen en 1999 dans la commission Prodi. Vous exercez la responsabilité d'animer la politique régionale et de cohérence et êtes chargé par ailleurs de la réforme, très important pour la suite de notre entretien, de la réforme des institutions de la Convention européenne sur l'avenir de l'Union. Vous êtes désigné pour représenter la Commission au sein du présidium de cette convention, qui était présidée, bien sûr, par le président Giscard d'Estaing. La convention aboutit en juin 2013 à un projet de constitution européenne qui a été repris pour l'essentiel dans le traité de Rome en 2004. Vous occupez plusieurs postes de ministre dans des ministères importants, affaires étrangères, agriculture, pêche, je pense que nous le savons tous. Conseiller d'État, vous annoncez votre candidature aux élections européennes de 2009. Vous êtes élu et devenez commissaire européen au marché intérieur, comme aujourd'hui Thierry Breton. Vous êtes devancé en 2014 par Jean-Claude Juncker pour le poste de président de la Commission, mais Jean-Claude Juncker vous propose un poste que tout le monde connaît, de négociateur en chef du Brexit. En 2019, vous êtes désigné comme le candidat officiel de la France au poste de président de la Commission, qui sera dirigé finalement par quelqu'un d'autre, ce qui nous fait beaucoup de peine. Je ne parlerai pas du tout des présidentielles de 2022. Nous connaissons tous l'histoire. Ce que nous retiendrons, c'est que vous êtes toujours restés fidèles à vos convictions politiques et européennes. Bienvenue au mouvement européen Michel Barnier, vous le grand européen, comme en témoigne, s'il en était besoin, votre dernier livre qui s'appelle La Grande Illusion et que vous signerez à la fin de cette conférence. Je présente à côté de vous notre amie Pascale Johannin, qui est directrice de la Fondation Robert Schuman et qui assurera l'entretien et vous questionnera sur les vastes sujets que nous avons prévus. Merci, à vous la parole, Pascale. Merci Eric, merci, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux ce soir. Et vous avez bien raison parce que vous avez la chance d'écouter Michel Barnier.
Nous avons prévu, enfin le mouvement européen France et la Société d'encouragement à l'industrie nationale ont prévu de faire un débat sur 2 thèmes que je vais animer. Donc la première sur le Brexit. Michel, tu n'y verras pas de ma liste, puisqu'en effet, il y a quelques sujets. Et puis sur l'état de l'Union et son avenir. Tout ça pour 1h15 environ. Alors, je lance tout de suite la discussion sur cette première partie. Le Brexit. Michel, nous vont devenir un énième rebondissement de l'autre côté de la Manche. Pardon, je vais parler en français ici. Avec ce 5e Premier ministre qui est arrivé là il y a quelques semaines. Donc le 5e depuis que les Anglais ont décidé de sortir de l'Union en 2016. Et on voit que ce Brexit, en tout cas, leur pose pas mal de soucis à leur politique. Ils viennent de perdre ce matin la place de première capitalisation boursière en Europe au bénéfice de Paris. Alors c'est tout récent, donc la City n'est plus la première place financière d'Europe. Il y a une récession qui est déjà à leur porte. Elle sera peut-être chez nous plus tard, mais il y a une récession, des tensions sociales, beaucoup de difficultés. Alors moi, je voulais vous demander, vous qui avez été négociateur en chef du Brexit, comment vous voyez en effet la situation britannique? Quelles leçons ou quel effet le Brexit a-t-il sur la politique britannique? Est-ce qu'ils ont eu raison de sortir et quelles sont les difficultés ou peut-être en effet les choses qu'ils doivent faire compte tenu des difficultés que je viens de signaler? Merci Pascal. Je vais répondre à cette question. D'abord, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier de prendre un peu de temps pour cette conversation et ce dialogue. Un jour un peu pluvieux, hein, un moment où vous avez sans doute les uns et les autres peut-être d'autres choses à faire, mais je trouve sympa et en même temps, j'espère utile pour vous de partager ces réflexions et ces expériences. Vous permettez donc de vous remercier personnellement et collectivement, et puis de dire aussi un mot de remerciement sur le président, aux 2 présidents qui nous ont accueillis, Olivier Mousson au titre de la Société d'encouragement pour l'industrie, qui a bien besoin d'encouragement d'ailleurs, et puis Éric Dumont, président du mouvement européen Paris, que je suis heureux de retrouver. J'étais un peu inquiet quand vous êtes parti au moment de ma naissance, hein, parce que je faisais un geste un peu expressif pour dire qu'il fallait faire court. Vous avez bien voulu dire que j'avais été le Benjamin des conseillers généraux de l'Assemblée nationale. C'est des titres qu'on perd très vite, vous savez. Donc il ne faut pas vivre dans la nostalgie. En tout cas, moi, je n'ai jamais été nostalgique, même si je m'appuie beaucoup sur des souvenirs et des expériences tout au long de ces étapes de ma vie publique. Et en particulier, Pascal, pour répondre à votre question, cette négociation du Brexit, qui est la dernière grande étape, ou la dernière grande mission que j'ai eu l'honneur d'assumer, j'ai pu mesurer à quel point tout ce que j'avais fait avant m'a été utile. Que j'ai appris comment travaillaient les paysans, ce qu'était une PME, un marché public, que j'ai appris à connaître les pêcheurs comme leur ministre pendant 2 ans, que j'ai appris à connaître les milieux financiers, que je ne connaissais pas forcément bien, les grandes institutions financières, quand j'ai été en charge de la régulation financière pendant 5 ans comme commissaire. Et bien d'autres choses ont été utiles dans cette négociation particulièrement complexe. Pourquoi complexe ? Parce qu'il s'est agi de détricoter 45 ans de construction, d'intégration, de coopération avec un grand pays. Et de détricoter toutes les politiques, tous les accords que nous avions ensemble, que nous avions avec d'autres partenaires, nous, Européens, y inclus les Anglais. Donc 45 ans de coopération qu'il a fallu détricoter. Et pour toutes ces politiques, ce sont tous les sujets que je viens de citer, et combien d'autres. Voilà. Bon, beaucoup de complexité, donc j'ai eu le bonheur et la chance d'animer une équipe extrêmement compétente, de 70 personnes, parmi les meilleurs fonctionnaires de la Commission européenne, autant d'hommes que de femmes, 17 nationalités, beaucoup de jeunes. Et c'est avec cette équipe que nous avons mené cette négociation qui reste une négociation négative. Le Brexit est négatif. Le Brexit, c'est un divorce.
Je n'ai pas d'expérience personnelle de ce sujet, mais beaucoup de mes amis en ont, ou en ont eu, et tous m'ont dit qu'un divorce était douloureux et coûteux. Voilà. Et c'est le cas. Donc, tout à l'heure, vous évoquiez mes engagements en Savoie. Mon tout premier vote personnel, à l'époque on votait à 21 ans, ça a été, paradoxalement, le référendum sur l'accession du Royaume-Uni. 72. J'avais 21 ans. Et j'ai fait ma première campagne, une de mes premières campagnes comme militant gaulliste pour le oui à cette accession. C'était pas si évident d'ailleurs parce que le général de Gaulle, lui, s'était opposé à plusieurs reprises et avec quelle force à l'adhésion du Royaume-Uni à la communauté européenne, au marché commun, etc. Pompidou, lui, avait pris une autre voie. Et je pensais que Pompidou avait raison. Et je n'ai jamais regretté ce vote. Parce que je pense que l'union fait la force. Et que le divorce d'aujourd'hui nous affaiblit les uns et les autres. Alors Pascal, pour répondre à votre question, on peut rentrer un peu dans le détail de cette négociation si vous le souhaitez, parce que ça vaut le coup de comprendre ce qui s'est passé, les raisons du Brexit, les leçons du Brexit, et puis la négociation elle-même. Mais je dirais deux choses. Un, personne ne peut se réjouir des difficultés actuelles du Royaume-Uni. Personne. Parce que c'est un grand pays, nous avons besoin de stabilité entre nous et nous avons besoin de coopérer par rapport à tellement de challenges globaux qu'on affrontera mieux ensemble en coopérant que chacun chez soi ou les uns contre les autres. Deux, le Brexit n'est pas responsable, Pascal, de toutes les difficultés britanniques actuelles. Non. Il y a d'autres raisons. La politique du Parti conservateur, un peu baroque tout de même depuis quelques années, l'ultralibéralisme de Madame Thatcher et de quelques autres derrière elle, les problèmes propres du Royaume-Uni, la crise du Covid, la guerre en Ukraine. Le Brexit n'est pas responsable de toutes les difficultés. Mais, troisième point, le Brexit rend les difficultés britanniques toutes plus graves. Tout est plus difficile à cause du Brexit. Parce qu'ils sont sortis du Royaume-Uni, du marché unique, et qu'ils ont perdu cet accès sans contrôle, libre, à ce plus grand marché mondial qui est le marché unique européen. Voilà comment je dirais les choses aujourd'hui. Merci. Alors, dans cette négociation que vous avez menée, il y a un point dont on parle beaucoup encore parce que c'est un point qui est très particulier. Et j'aimerais qu'on comprenne un peu mieux, peut-être pour les gens qui sont ici, ce fameux protocole nord-irlandais. Alors, l'Irlande du Nord est cette partie du territoire britannique qui est sur l'île d'Irlande, qui est une province britannique, qui d'ailleurs aujourd'hui connaît quelques difficultés politiques puisqu'ils n'ont plus de gouvernement, il va y avoir des élections l'année prochaine. Et donc, en effet, Michel, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, parce que c'est toujours un point qui reste aujourd'hui difficilement compréhensible et puis difficilement acceptable pour les Britanniques. Alors, tout au long de cette négociation, j'ai eu, en représentant les 27 pays de l'Union et le Parlement, j'ai eu 3 soucis sur lesquels on pourrait revenir à travers vos questions. Un, de protéger les intérêts de l'Union. C'était mon rôle. Et notamment, ce qui est, mesdames et messieurs, notre principal atout dans le monde d'aujourd'hui, face aux Chinois, aux Américains, c'est le marché unique, qui est bien davantage qu'une zone de libre-échange, qui est un écosystème complet, des normes, des régulations, des supervisions, des standards, une juridiction commune, bien plus qu'un marché, qu'une zone de libre-échange. Et il n'était pas question que les Britanniques emportent le beurre avec l'argent du beurre, en partant comme ils le souhaitaient. En se disant, ils l'ont dit d'ailleurs publiquement, ne vous inquiétez pas, au moment du référendum, on va garder le même accès au marché unique. No way, no way. En Allemagne, on dit, on ne va pas accepter que vous dansiez dans 2 mariages à la fois.
Donc, sans agressivité, de manière claire, ferme, on leur a dit, vous quittez le marché unique, vous en subirez les conséquences et vous devez les assumer. Je reviens, là je suis dans ta réponse, dans la réponse que je dois à votre question. Deuxième souci, la paix en Irlande. Et troisième souci, de préserver un bon esprit pour l'avenir avec le Royaume-Uni, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a besoin de coopérer. En Irlande, vous avez une île où il y a 2 pays aujourd'hui. Ce n'est pas toujours été le cas, mais il y a 2 pays aujourd'hui. La République d'Irlande, membre du marché unique, qui y tient, membre de l'Union, et puis un bout au nord, qui est l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni. Ces 2 pays, Royaume-Uni et Irlande, ont une histoire lourde entre eux, tragique. Il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de beaux films et de beaux livres sur ce conflit, ces conflits dans les siècles passés. Mais plus récemment, il y a eu un conflit en Irlande du Nord entre unionistes, ceux qui veulent absolument rester dans le Royaume-Uni, républicains, nationalistes, ceux qui veulent la réunification de l'île, catholiques ou protestants, enfin, entre des communautés qui ont une sorte de guerre civile entre eux. Il y a eu 4000 morts. 4000 morts. Et ça s'est terminé il y a 20 ans à peine, par un accord qui s'appelle le Good Friday Agreement, signé avec des hommes politiques courageux, et l'un d'entre eux vient de décéder, David Trimble, John Hume, catholiques, protestants, ils ont tous les deux eu le prix Nobel de la paix. Et une des clés de cet accord du Good Friday Agreement, pour que la paix dure, c'est qu'il n'y ait pas de frontières sur l'île, entre les 2 pays, l'Irlande du Nord, Royaume-Uni, et la République d'Irlande. Donc vous êtes ici, Pascal, nous nous trouvons en République d'Irlande, Dublin, on traverse la pièce, au bout de la pièce, vous êtes au Royaume-Uni, et vous n'avez rien entre les 2. Pas de frontières, pas de contrôle, ni pour les hommes, les femmes, ni pour les marchandises, ni pour les animaux, rien. Ça, c'est la condition de la paix. Donc, la partie nord quitte, parce que tout ça va très bien aussi longtemps que les 2 parties de l'île sont dans le même marché, la même union douanière. La partie nord quitte tout ça. Tout. C'était la décision de Mme May et de M. Johnson après elle. Ils quittent. Très bien. Sauf que nous avons, nous Européens, nous responsables de l'Union européenne, nous avons un devoir qui est très simple et très exigeant, c'est de contrôler tout ce qui rentre dans le marché unique, que ce soit au nord de la Pologne, au sud de la Grèce, du Portugal, toutes les marchandises qui rentrent dans l'Union européenne doivent être de manière ou d'une autre contrôlées, pour 3 raisons. La protection des consommateurs, nous n'acceptons pas certains produits dans notre marché. M. Trump, le président américain, a essayé de nous refiler pendant 5 ans ou 4 ans où il était à Washington président, des poulets chlorés. Vous savez, les Américains, ils élèvent leurs poulets différemment d'une autre, ils laissent les éleveurs faire ce qu'ils veulent. Nous les contrôlons tout de même au fur et à mesure de la chaîne de production ou d'élevage. Et puis quand ils ont fini leurs poulets, ils les trempent dans de l'eau chlorée avant de les exporter. Nous, on ne veut pas ça. Donc on a dit, donc on contrôle. Sécurité alimentaire, les budgets, certains de ces produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs avec lesquels nous n'avons pas d'accords commerciaux, payent des taxes qui alimentent le budget européen et les budgets nationaux. Et puis la contrefaçon, 3e raison de contrôler, pour éviter des produits qui viennent de Hong Kong ou d'ailleurs qui sont contrefaits. Vous savez que la contrefaçon, ça détruit 250 000 emplois par an en Europe. Bon. Donc on contrôle. Et où est-ce qu'on contrôle en Irlande? La limite objective du marché unique, c'est au milieu de l'île. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas faire de frontières. Et il faut contrôler quelque part. Parce que, si je puis donner un exemple concret, une vache qui quitte l'Angleterre, qui peut être malade, on se souvient d'où est venue la crise de la vache folle, hein. Une vache qui quitte l'Angleterre en bateau pour être transportée à Belfast, le même pays, Irlande du Nord. Cette vache, le jour, le moment, la minute où elle est à Belfast, s'il n'y a pas de contrôle sur l'île, elle est en France.
elle est en Allemagne, elle est dans le marché unique. Donc nous devons contrôler la vache. Et ce que j'ai obtenu au bout de la négociation, après des tergiversations, des allers-retours, des solutions différentes et variées, c'est que les Britanniques assument les contrôles à l'entrée de l'île du côté de l'Irlande du Nord. Au sud, c'est les républiques d'Irlande, à Dublin, qui fait les contrôles pour nous. Et ça, ce n'est pas un problème, puisqu'ils sont dans le marché unique. Donc, voilà, ça qui est accepté. Et moi, je n'ai jamais parlé de frontières maritimes. Parce que le mot de frontière, je comprends qu'il soit, pour répondre à votre question, précisément, je comprends qu'il soit susceptible et sensible vis-à-vis des Britanniques, puisque nous sommes dans le même pays. On ne peut pas avoir une frontière à l'intérieur d'un pays. Mais je n'ai pas de contrôle et de checks and control. Voilà. Et c'est une des conséquences du Brexit. Et en Irlande du Nord, ce que j'ai fait patiemment, sans émotion, sans idéologie, de manière pragmatique, c'est de chercher des solutions concrètes, opérationnelles, aux problèmes créés par le Brexit en Irlande. Rien d'autre. En préservant la paix, la protection du marché unique, je viens de vous le dire, ce qu'on appelle le All Island Economy, pas de frontières, une sorte de quadrature du cercle. Nous y sommes parvenus. Et ce que nous demandons à M. Sunak aujourd'hui, ce que j'ai demandé à Johnson pendant des mois, c'est de respecter sa signature. Parce que ce n'est pas une surprise. Cet accord, ils l'ont négocié pied à pied, point par point. Ils ont rejeté, après l'avoir expulsé, l'accord de Mme May. Ils ont voulu un nouvel accord, restreint à l'Irlande du Nord. On leur a trouvé un accord. Ils l'ont signé, ils l'ont négocié, il faut qu'ils le respectent. C'est aussi simple que ça. Alors on peut trouver des solutions pragmatiques, concrètes, faire preuve de flexibilité, mais la clé, c'est qu'on doit protéger les consommateurs que vous êtes, que nous sommes, et les industriels, et les budgets, on doit contrôler. Voilà. J'espère, pardon de mes réponses un peu, j'espère que j'ai été clair. Non, mais c'est important, parce que c'est vrai que cette question revient sans arrêt sur le devant de la scène, et on n'a pas toujours la compréhension. C'est 430 km, la frontière. On ne peut pas avoir un trou de 430 km dans le marché unique. Pas possible. Alors, Michel, vous avez autre responsabilité que vous avez eue juste avant d'être négociateur. Vous avez été en charge des questions conseiller spécial un peu des affaires de défense. Et moi, je voudrais qu'on parle un petit peu là, de la coopération que nous avons, nous, Français, avec les Britanniques. Et on a vu qu'elle s'était aussi manifestée pas plus tard qu'hier sur les questions migratoires. Donc, ils ne sont plus membres de l'Union, mais nous devons avoir des coopérations parce que la distance entre Calais et Douvres ne s'est pas agrandie. Et sur certains sujets, peut-être, malgré le fait qu'ils ne soient pas dans l'Union et qu'ils l'aient quitté, nous devons travailler ensemble. J'ai été, avant que M. Juncker me désigne me propose comme négociateur européen pour le Brexit, j'étais auprès de lui, que nous entendions bien, même si on avait été en compétition, son conseiller spécial pour la défense. Et quand j'ai été battu, M. Dumont, juste une précision pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'était au sein du Parti populaire européen, où j'étais candidat, mais je n'ai pas été le candidat officiel de la France. C'était un débat interne au parti qui devait désigner la tête de liste, donc c'était plus simple que ça. Mais nous nous entendions bien, donc il m'avait demandé de m'occuper de défense. Il y a un accord bilatéral franco-britannique, très important, Lancaster House. Nous avons cette proximité géographique avec le Channel qui est très étroit, et donc des problèmes actuellement de migration très, très graves. Et puis il y a plein d'autres sujets sur lesquels nous, Français, nous devons coopérer avec les Britanniques qui sont juste à côté de nous, et les Européens doivent coopérer avec les Britanniques. Vous savez, mesdames et messieurs, j'ai dit ça pendant la campagne présidentielle, quand on regarde les problèmes que nous avons innombrables à affronter en France, on peut peut-être les mettre dans deux catégories différentes. Il y a des problèmes qui sont les nôtres, à nous Français, et que personne ne viendra régler à notre place. La compétitivité française, le déficit français, l'endettement français, le déficit du commerce extérieur, la question de la sécurité, de la justice, de l'immigration, enfin, ce sont des sujets qui sont les nôtres, qui sont dus à du laxisme, des erreurs, des fautes. Parfois ça se passe bien, mais tous ces problèmes-là, personne ne viendra les régler à notre place.
Et on doit les affronter courageusement, selon ses convictions. On peut voter pour les uns pour les autres, mais on doit les affronter nous-mêmes. Puis il y a une deuxième catégorie de problèmes, qui sont des problèmes globaux, qu'on ne peut pas affronter tout seul, parce qu'on n'a plus la force, et puis ils ne sont plus à notre mesure, nationale seulement. Et c'est le changement climatique, qui est le plus grave, et ce sont les grandes migrations provoquées par la pauvreté et par le terrorisme, ou les dictatures, et c'est la puissance incroyable de ces grandes entreprises numériques qui vont jusque dans notre vie privée avec nos données, et c'est l'incroyable puissance des grandes institutions financières que j'ai eu à contrôler et à maîtriser pendant 5 ans comme commissaire. Vous savez, les seuls produits dérivés que certains d'entre vous connaissent, si vous avez travaillé dans l'industrie notamment, des produits dérivés financiers qu'on utilise pour se protéger contre les risques de change, par exemple. Ce sont de bons produits, sauf qu'ils sont souvent utilisés pour la spéculation. Ces produits financiers, vous parliez tout à l'heure de la place de Londres et celle de Paris, et réciproquement, ces produits financiers, le volume des échanges de ces seuls produits financiers dérivés, c'est 600 000 milliards de dollars en permanence au-dessus de nos têtes. 600 000 milliards de dollars qui circulent comme ça anonymement parce qu'il y a beaucoup d'ombre. J'ai essayé de remettre de la lumière sur des gens qui n'aiment pas beaucoup la lumière. Mais comment on se protège, mesdames et messieurs? Comment on existe? Comment on défend nos intérêts, sans parler de nos valeurs, face à tous ces défis-là, face à ces institutions, ces entreprises multinationales, ces gens qui sont dans la finance de l'ombre, par rapport au changement climatique, ou à la pauvreté en Afrique où il y aura bientôt 2 milliards d'habitants? Comment on se protège? Si quelqu'un vous dit, il y en a qui vous disent, Madame Le Pen ou M. Mélenchon, M. Zemmour et d'autres, parfois même dans mon propre parti politique, qui vous disent la souveraineté, la nation, défendons-nous. S'ils vous disent qu'on va affronter ces problèmes-là tout seul, ils vous mentent. C'est pas vrai. Moi, j'ai au moins appris ça. Ça ne m'empêche pas d'être passionnément patriote, mais le patriotisme dans ces domaines-là, face à ce défi-là, il exige de coopérer. Et donc de coopérer entre nous, Européens, dans cette structure qu'est le marché unique en particulier, et avec les Britanniques d'une autre manière. Donc on doit coopérer. On doit coopérer avec les Britanniques. Et c'est un souci que j'ai eu tout au long de la négociation de ne rien dire, de ne rien faire qui puisse compromettre, au-delà du divorce, que je regrette, qui compromette l'état d'esprit de coopération entre nous. Je suis content qu'il y ait un nouveau Premier ministre un peu moins baroque que ses 2 prédécesseurs. Aujourd'hui, on va voir, il faut juger sur pièce, mais j'espère qu'on va trouver cet esprit de coopération. En tout cas, il n'a pas fait de déclaration forte et il a plutôt été tout de suite mis dans le bain. Alors, dernière question qui me permettra de passer à la deuxième partie. On a vu arriver sur la scène européenne un nouvel objet, je ne sais pas si pour moi c'est un nouvel objet, peut-être la communauté politique européenne. Alors, cette communauté politique européenne a rassemblé le 6 octobre 44 pays, dont le Royaume-Uni. C'est pour ça que je me permets de faire ce qui me permet de faire un lien après avec les questions qu'on posera sur l'avenir de l'Union. Et donc, comment vous avez perçu, vous, cette communauté politique européenne? Quel est son sens, son articulation? Comment voyez-vous son avenir? Alors, c'est une idée que l'on doit au président Macron. C'est une bonne idée. François Mitterrand avait déjà eu des idées comme celle-là de confédération, qui était plus ou moins bien reçue à l'époque. L'idée, c'est qu'on pourrait dire autrement les choses, qu'il y a des cercles. Il y a un premier cercle le plus intégré qui est celui de la monnaie unique, le marché de la zone euro. À l'intérieur d'un deuxième cercle qui est le marché unique. Il y a certains pays qui ne sont pas dans la zone euro et qui sont dans l'Union européenne. Troisième cercle, qui sont des pays qui ne sont pas dans l'Union, mais qui sont dans le marché unique. C'est un peu compliqué, mais par exemple la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est dans le marché unique. Elle en accepte les règles et elle contribue au budget européen. Et puis après, vous avez d'autres grandes institutions, le Conseil de l'Europe, etc. Moi, je pense qu'il est juste d'imaginer une structure, un cadre où des pays au-delà de l'Union européenne, des 27 pays de l'Union européenne,
qui ne veulent pas entrer dans l'Union, qui ne voudront pas y rentrer ou qui en sont sortis, comme le Royaume-Uni, puissent se rencontrer et discuter. Voilà. C'est vrai du Royaume-Uni qui vient de nous quitter, c'est vrai de ces pays comme la Norvège qui sont dans le marché unique mais qui ne sont pas dans l'Union, c'est vrai d'autres pays, pour l'instant, qui sont sur la voie d'une négociation d'adhésion dans les Balkans, et puis d'autres pays un peu plus lointains, mais qui sont importants maintenant ou plus tard. La Turquie, la Biélorussie un jour, quand elle aura cessé d'être une dictature, l'Ukraine, évidemment, dans ce processus d'adhésion. Je trouve très important, et un jour la Russie, pourquoi pas, quand elle sera revenue à la raison, qu'il y ait un cadre, peut-être un Conseil de sécurité européen aussi, Conseil de sécurité, où l'on construise et on maintienne, on fasse vivre une architecture de sécurité sur notre continent. Voilà. Ça ne peut pas se faire seulement avec les pays de l'Union européenne. Eh bien, c'est la transition de tous trouver, on ne sait pas. C'est important. Hein. C'est la transition toute trouvée avec ma question, la première question que nous avions imaginée sur l'Europe. Alors l'Europe, Union européenne, l'état de l'Union, hein, etc. Puisque, en effet, depuis le début de l'année, si on peut résumer, la face de l'Europe a un peu changé avec la guerre en Ukraine, et que donc on a en effet des nouveaux défis à affronter sur des sujets qui ne sont pas spécialement et spécifiquement européens. On pense aux questions de défense, hein, qui ne font pas partie d'une politique commune et qui sont un peu à part. Donc Michel, vous qui avez connu toutes les arcanes bruxelloises à la Commission, au Parlement et en tant que ministre, comment voyez-vous un petit peu ces nouveaux défis européens qui sont face à nous? Comment les relever? Est-ce qu'on doit changer des choses? Quoi améliorer aussi dans les perspectives futures à court terme? Oui, c'est une question ouverte, ça. Voilà. Oui. Oui. D'abord, je voudrais faire une observation sur les 15 ans qu'on vient de vivre, et qui n'est pas si long, où on a affronté 5 crises successives, dont plusieurs sont venues de l'extérieur, et ont télescopé l'Union européenne et nos pays brutalement, en créant des conséquences graves pour beaucoup de citoyens et beaucoup d'entreprises. La première crise, on pourrait monter plus loin, mais je m'arrête à 15 ans, c'est en 2008 la crise financière, qui a été provoquée par le comportement insensé de certaines banques américaines, européennes, après 25 ans de dérégulation, d'ultralibéralisme, porté par la Commission européenne et soutenu par beaucoup de pays, dont la France, à l'époque, gouvernement de gauche et de droite confondus. On a dérégulé en pensant que dans le grand monde ouvert, qui commençait avec la chute du mur de Berlin, l'émergence de grands pays, le commerce allait régler tous les problèmes, qu'il fallait supprimer toutes les entraves. Et donc on a dérégulé. On a désarmé les règles de régulation et de supervision. Et moi, je pense que je suis libéral, mesdames et messieurs. Mais c'est Adam Smith lui-même, qui est le père ou le pape du libéralisme, qui disait il faut de l'éthique, il faut de la morale, hein, il faut des règles. Le monde sans règles, c'est la loi de la jungle. Et voilà comment des banquiers se sont crus tout permis, des produits toxiques, des bonus insensés, parce qu'on leur a tout permis, en dérégulant. Première crise. Nous avons réagi positivement en trouvant des buts de gouvernance budgétaire et économique avec la zone euro, et puis en évitant que la Grèce ne sorte. Et moi-même, j'ai reconstruit la régulation financière avec 41 lois de régulation en 5 ans, 41 lois de 2010 à 2014, qui ont toutes été votées, à part 2, avec les Britanniques. C'était la feuille de route du G20. Première crise. La deuxième crise, c'était les migrations. Et alors là, on a heurté les Européens qui n'avaient pas de politique, et ça a été une réaction en ordre dispersé entre les Allemands qui ont accueilli 1 million de réfugiés et les autres pas du tout, très peu. La troisième crise a été celle du Brexit, venue de l'intérieur. On
pourrez d'ailleurs dire un petit mot tout à l'heure si vous avez des questions sur les leçons qu'on doit tirer du Brexit, qui ne s'est pas produit par hasard, hein, qui est un échec de l'Union européenne et qui est provoqué par des erreurs de l'Union européenne. Mais venu de l'intérieur, mais encouragé par des gens de l'extérieur, par les Russes ou par M. Bannon aux États-Unis. Hein. On a des gens qui veulent nous détruire. Vous savez, dans le bouquin que j'ai écrit, qui s'appelle La Grande Illusion, mais qui est un journal que j'ai tenu pendant 4 ans et demi, jour par jour. Hein. Donc c'est des petits chapitres, c'est pas trop difficile à lire. Je vous encourage à le lire, d'ailleurs, je le signerai tout à l'heure, si vous le voulez. Je vous le signerai tout à l'heure. Et pour les plus jeunes, ils viennent paraître en livre de poche, d'ailleurs, donc un peu moins cher. Voilà. Je raconte la rencontre que j'ai avec M. Farage. Farage, c'est le Zemmour, Le Pen anglais. Hein. Alors, il vient me voir un jour, à sa demande, je le reçois, et à la fin de l'entretien, je lui dis « Monsieur Farage, j'ai mieux compris, grâce à vous, les raisons du Brexit, même si je n'ai pas toujours compris la valeur ajoutée du Brexit pour vous, je n'ai toujours pas compris d'ailleurs, mais je voudrais vous poser une question sur l'avenir. Comment vous voyez nos relations entre l'Union européenne et vous, les Britanniques, après le Brexit? Puisqu'on est en train de faire l'accord, on négocie, le paquet est là. Donc il me répond, Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist. Après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus. Donc ce monsieur, avec l'aide des réseaux russes, avec l'aide de certains Américains, pour des raisons qu'il faut comprendre, hein, il ne faut pas passer par pertes et profits les raisons du Brexit, mais ce monsieur voulait et veut toujours détruire l'Union européenne. On en est sorti correctement, pour peu que les accords soient respectés. La 4e crise venue de l'extérieur, mais qui a été d'une violence inouïe, et ça a touché beaucoup de familles, il y a eu des morts, des malades, c'est le Covid, qui a arrêté l'économie. On n'avait jamais vu ça dans le monde, hein, jamais, dans l'histoire. Et je pense qu'il faut se préparer à d'autres pandémies dans les années qui viennent. Hein. Et puis la 5e crise, c'est la guerre. Hein. Donc par rapport à toutes ces crises qui s'ajoutent aux défis que j'évoquais tout à l'heure, je reste persuadé, mesdames et messieurs, que notre intérêt national, la défense de nos intérêts nationaux, de nos valeurs, passe pour ces sujets-là par la coopération européenne. Je suis définitivement convaincu de ça. Tout seul, on est foutu. Voilà ce que je pense. Tout seul, on est foutu. Tout seul, on devient définitivement, à plus ou moins à long terme, on devient définitivement sous-traitant des Chinois et des Américains, qui sont des superpuissances énormes et qui n'ont besoin de personne. Nous avons besoin d'être ensemble pour compter, pour avoir une masse critique. Voilà. C'est pour ça que je dis avec un peu de véhémence qu'il faut être européen en plus d'être patriote. Et une fois qu'on a compris ça, et je le dis avec l'expérience que j'ai construite dans ma vie, on peut discuter, pour répondre à votre question, Pascal, de comment ça fonctionne cet ensemble. Pourquoi il y a des défauts, pourquoi il y a eu des erreurs, comment on peut améliorer la démocratie, réduire le poids de la bureaucratie. Il y a plein de choses à changer. Hein. On peut en parler. Voilà. Mais je vous en prie, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, parce que sinon on est foutu, voilà ce que je pense. Clairement. Alors, merci. Alors, c'était une question ouverte pour après détailler beaucoup plus les précisions concernant l'avenir de l'Union. Je sais que vous suivez toujours avec beaucoup d'intérêt ce qui s'y passe et que vous êtes un observateur très attentif. Alors, on a, je l'ai posé ensemble, hein, voilà. On voit aujourd'hui certaines difficultés à enlever des décisions parce qu'au Conseil, c'est là que le bas blesse, il faut le dire quand même, clairement. Au Conseil, qui est donc la 2e chambre hein, de l'Union européenne, représentée par les ministres, donc les gouvernants des États membres, on a du mal à obtenir des décisions qui sont souvent soit à une majorité qualifiée, soit à l'unanimité. Et donc, on se dit qu'un État ou 2 États peuvent bloquer ceux qui veulent aller. On a parlé tout à l'heure de cercle. Donc, comment vous voyez les choses pour essayer d'améliorer, pour que les citoyens, par exemple, ne se disent pas « Ah ben ces fichus européens n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'arrivent pas à proposer quelque chose alors que nous avons besoin d'une solution » et que donc, en effet, on puisse
passer un petit peu ces difficultés qui sont souvent techniques ou quelquefois institutionnelles. Oui. D'abord, je recommande qu'on ne refasse pas la même erreur qu'il y a une dizaine d'années, où on essayait de répondre à la question des citoyens, à leurs doutes, à leur colère, en parlant seulement des institutions et du moteur. On a répondu à 4 ou 5 reprises depuis 10 ou 15 ans à l'incompréhension, au fossé qui se crée avec les citoyens sur l'Europe, encouragé par les populistes. On a répondu par des réformes institutionnelles. Amsterdam, Nice, la Convention dont vous avez parlé. Moi, je pense que ce qui est important, ce n'est pas tellement le moteur, c'est la route où on est et ce qu'on fait ensemble, hein, et à quel rythme on le fait. Voilà. Il y a des paradoxes. Hein. Quand vous regardez les sondages, la plus grande demande des citoyens d'une action européenne commune, c'est la défense. Et c'est un domaine où jamais on aura de majorité qualifiée. Jamais on pourra abandonner le droit de veto, logiquement, parce que c'est un domaine où il s'agit d'envoyer des soldats sur un front. Et on voit d'ailleurs que ce n'est pas toujours maintenant des cyberguerres ou des avions, hein, ça peut être à nouveau des guerres traditionnelles, avec des dizaines de milliers de morts, comme on vient de voir, comme on le voit en ce moment en Ukraine. Les chiffres qui sont donnés par les renseignements américains sur le nombre de morts et de blessés russes, 100 000, autant du côté ukrainien, sont terribles et effroyables. Donc, envoyer des soldats sur un front, ça ne peut être que la décision souveraine d'un chef d'État, d'un Premier ministre ou d'un Parlement. Ça ne peut pas être une décision prise par les autres pays. Et donc, c'est ça le paradoxe. Hein. La demande est là, mais en même temps, il faut accepter que tous les pays agissent ensemble et chacun décide. Voilà. Donc, je n'ai pas de réponse magique, sauf d'expliquer, mesdames et messieurs, puisque j'ai la chance de vous rencontrer, que l'Europe est complexe parce que nous ne voulons pas être, peut-être c'est le cas de certains d'entre vous, mais ce n'est pas le cas général, nous ne voulons pas être un super-État. Nous ne voulons pas être une fédération. Il n'y a pas un peuple européen, il y en a 27. Il n'y a pas une nation européenne, il y en a 27, peut-être plus d'ailleurs. Il n'y a pas une langue européenne, il y en a 24. Et chacun tient d'entre nous, chacun de nos pays tient à sa culture, à ses traditions, à une forme de justice, à une forme d'éducation. On ne va pas tout mélanger, tout fusionner. C'est De Gaulle qui disait, pourtant il avait des préventions à l'égard de Bruxelles, et c'est lui qui a mis en œuvre le marché commun quand même. Il disait, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. On ne veut pas être broyé dans une purée de marron. On tient à notre identité, et les autres aussi. On tient à notre différence, et les autres aussi. Donc, c'est complexe, mesdames et messieurs. Quand je donne souvent cet exemple dans mes conférences, pardon si vous l'avez déjà entendu, quand j'étais au Conseil des ministres au Parlement, au Conseil des chefs d'État, auquel j'ai participé pendant les 5 dernières années sur le Brexit, où j'étais invité exceptionnellement, il y a des cabines vitrées tout autour de la salle. Les gens sont au milieu, les élus, les ministres, les présidents, tout autour de la salle, il y a des cabines. Dans chaque cabine, il y en a 24, vous avez 2 personnes qui sont des interprètes. Ça, c'est très cher. Chaque fois qu'un ministre parle, il est traduit dans 23 langues, simultanément. Très compliqué, hein, très cher. Ça pourrait être beaucoup plus simple. On supprime les cabines, on supprime les interprètes, on fait des dizaines de millions d'économies, et on parle tous la même langue, l'anglais. Non, mais c'est ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Si on ne veut pas tous parler la même langue, si on ne veut pas être d'une manière uniforme dans l'Union européenne, mais uni, ce n'est pas uniforme, il faut accepter les cabines, il faut accepter la complexité. Donc c'est pour ça qu'on a dans ce système européen une partie fédérale, la monnaie, on a des parties communautaires, des politiques communes, puis on a des politiques où on coopère simplement, l'éducation, la justice ou d'autres. Il faut accepter cette complexité. Voilà, c'est une réponse. Je ne refuse pas de répondre. Il y a des tas de progrès. On peut mettre plus de démocratie. On en a mis beaucoup avec le Parlement européen. On peut réduire le poids de la bureaucratie. Elle existe à Bruxelles, la bureaucratie. Il y a des gens très compétents et parfois très arrogants. Moi, je pense qu'à Bruxelles comme à Paris, quand les
technocrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Hein, voilà ce que je pense. Voilà. Alors, avant d'attaquer un sujet financier dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça tombe bien parce que comme Michel Barnier a eu une carrière époustouflante, on peut prendre tous les sujets de l'Union et lui poser la question. Alors, il a été ministre de l'Environnement, ça a été rappelé. Alors, une question un peu d'actualité. Il y a en effet une priorité qui a été donnée par la Commission von der Leyen sur ce qu'on appelle le pacte vert en français. Et il y a en ce moment la nouvelle réunion de la COP. Donc, l'Europe est plutôt pionnière sur les engagements qu'elle a pris par rapport à d'autres parties du monde. Mais là aussi, on n'est pas tout seul et il y a une concurrence. Donc, comment voyez-vous les besoins qu'il y a pour que l'Europe fasse des choses, mais aussi les autres parties, pour qu'on ne se retrouve pas tout seul à faire des efforts et pas les autres? Trois points de réflexion. D'abord, le changement climatique n'est pas une lubie des Verts ou des scientifiques. Le fait qu'on va subir 1,5 degré, déjà au moment de la COP à Paris, ça paraissait plus lointain, maintenant ça se rapproche, 1,5 degré d'ici une dizaine d'années, 2 degrés de plus, ça change tout. Ça change tout. Et le rôle des responsables politiques, c'est de le dire, d'expliquer, de se préparer. Ça change tout. Moi, j'ai présidé, mesdames et messieurs, un département, la Savoie, dont un tiers de l'économie repose sur la neige. 2 degrés de plus, ça change tout. J'ai eu l'honneur d'être ministre de l'Agriculture. Je peux dire de combien de semaines le temps des vendanges a été accéléré depuis 20 ans. La destruction tant d'espèces dans la biodiversité. Les poissons qui... Un jour, j'étais à Boulogne ou à Calais, je ne sais plus, rencontrer des pêcheurs pendant la campagne présidentielle. Et il m'expliquait que les pêcheurs qui pêchent dans les mêmes endroits, les eaux britanniques d'ailleurs, pour beaucoup, parce qu'ils sont juste à côté, ils ne trouvent plus les mêmes poissons. Ce n'est pas les Britanniques qui les ont piqués, les poissons. Hein, les poissons ne sont plus là. Ils trouvent du thon, ils ne trouvent plus de sardines. Donc ça change tout. Nos habitudes de consommer, de nous déplacer, de construire. Enfin, il faut se préparer à ça. Ça, c'est la réalité globale du monde. Deuxièmement, nous devons, et c'est le sens de l'accord de Paris, de la politique européenne proposée par le Parlement et par la Commission, réduire notre dépendance à tous ces flux d'énergie fossile qui polluent. Nous devons émettre moins de gaz à effet de serre. Nous devons développer les énergies renouvelables. C'est pour ça que je trouve coupable le choix stratégique qui a été fait par la France il y a 10 ans de laisser tomber ou d'arrêter ou de freiner le programme nucléaire. Même si je ne suis pas partisan du tout nucléaire, je pense qu'on ne s'en sort pas, nous Français, sans l'énergie nucléaire, et en même temps en développant d'autres énergies. On doit faire notre part, mais nous ne sommes pas ceux qui polluent le plus. Vous l'avez dit, les Chinois, les Américains polluent plus que nous. Et donc voilà pourquoi, deuxième point, face à ce défi global, nous avons besoin de coopération. Nous avons besoin de ces grands messes, Paris, Charles Melcher. Même si ce sont des grandes messes, les chefs d'État y viennent et ils sont obligés de s'engager. Alors, parfois, ils ne font pas toujours ce qu'ils ont dit, on le sait tous, hein, sinon on n'aurait pas autant de déception à l'égard de la politique, mais quand même, ça oblige. Ils s'engagent. Et donc, ces rendez-vous réguliers où on évalue ce qu'on a fait et la situation, c'est utile. Troisièmement, faisant notre part, on ne doit pas être naïf. Et voilà pourquoi je suis personnellement partisan de moins être naïf que nous l'avons été pendant 30 ans dans nos échanges commerciaux. Et par exemple, voilà pourquoi je suis favorable à une taxe carbone à nos frontières extérieures, celle dont je parlais tout à l'heure, du marché unique, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser rentrer dans le marché unique des produits qui viennent concurrencer nos propres productions et dont nous savons qu'ils sont produits là où ils le sont, parfois très loin, sans respecter aucune des règles que nous imposons nous-mêmes à nos propres producteurs industriels ou agriculteurs. Donc il faut qu'on arrête d'être naïf et qu'on impose
des clauses miroirs dans les accords commerciaux pour l'agriculture et la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Voilà. Alors, merci. Relais suivant. Ça concernait en effet l'énergie, puisque avec cette crise en Ukraine, un certain nombre de choses qui étaient établies ont volé en éclats, puisque nous n'avons plus aucun lien avec la Russie. Et donc beaucoup de pays avaient fait le choix d'une énergie pas chère disponible en étant ralliés à la Russie. Nous avons donc à changer notre modèle énergétique. C'est valable pour les Allemands dramatiquement, moins pour nous à cause du nucléaire. Mais vous savez, Michel, que le mot nucléaire est un mot qui est très mal perçu à Bruxelles et qui n'est pas partagé par tous nos partenaires européens. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, là où pareil, une solution qui nous permette de dialoguer pour que les choix que nous faisons, nous, ne soient pas remis en cause par d'autres et que nous puissions avancer pour que, en effet, les citoyens européens aient demain une énergie, quelle qu'elle soit, mais qui leur permettra, en effet, de ne plus être dépendants. Or, aujourd'hui, les sources d'énergie, elles sont plutôt à l'extérieur, même si elles ne sont plus russes. Ça, c'est une réalité que nous n'avons ni gaz ni pétrole. Et pourquoi, sous la Ve République, plusieurs chefs d'État ont fait le choix de l'énergie nucléaire, qui pose des problèmes de déchets, de transport, mais qui nous a permis d'avoir une électricité moins chère jusqu'à une date récente et d'être relativement indépendants. Et voilà pourquoi nous n'accepterons pas, et nous ne devons pas accepter que ce choix stratégique de la production électronucléaire soit soumis à je ne sais quel veto à Bruxelles ou d'autres pays. Alors, la clé, elle est dans ce qu'on appelle le bouquet énergétique ou le mixte énergétique et l'équilibre que l'on trouve entre les sources d'énergie qu'on a chez soi. Nous avons l'énergie nucléaire, les Norvégiens dans le marché unique ont beaucoup de gaz et du pétrole, et puis les Britanniques aussi, la mer du Nord, et puis la production d'énergie nouvelle. Moi, je ne suis pas fanat des éoliens, des éoliennes, enfin, surtout sur la Terre. Mais en revanche, je suis très engagé sur la question du solaire. J'ai d'ailleurs créé en Savoie, il y a 20 ans, l'Institut national du solaire, qui aujourd'hui fait travailler 500 chercheurs. Ils m'ont expliqué, l'autre jour, je suis allé les voir il y a quelques semaines, quelques mois, que c'est théorique, mais juste pour comprendre l'importance de cette énergie-là, qui est gratuite, il va y en avoir de plus en plus en plus, que si on équipait tout le désert en Afrique, ce qui est théorique, totalement théorique ou utopique, mais de panneaux photovoltaïques, on produirait toute l'énergie électrique dont le monde a besoin. Alors c'est pas possible, parce que c'est utopique, et puis l'énergie, il faut la stocker, ce qu'on ne peut pas faire, sauf avec des barrages, peut-être avec l'hydrogène un jour, mais mais c'est important pour comprendre pourquoi l'énergie solaire est tellement importante. Et puis la biomasse, et puis d'autres énergies, le bois. Donc il faut développer ces énergies, puis comme le recommande le gouvernement, je ne sais pas s'il s'y prend bien, en tout cas, je pense que le mot est juste, il faut être plus sobre. Et le kilowatt qui coûte qui est moins cher à consommer, ou le baril de pétrole qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc il y a toujours, dans les bâtiments publics, dans les appartements privés, il y a toujours, dans les maisons, il y a des économies d'énergie, à condition que ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, soient vraiment aidés, notamment les plus modestes, à être isolés. Donc voilà, je peux dire. Mais nous devons, Pascal, réduire nos dépendances. Nous avons trop de dépendances. Et ce n'est pas le seul domaine. Les médicaments, les puces, toutes les technologies clés, il faut examiner secteur par secteur toutes les dépendances et prendre des décisions industrielles ou de recherche pour réduire ces dépendances pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. J'étais très heureux de l'une des réactions de l'Union européenne à la crise du Covid. C'est pour ça que je disais qu'on les avait affrontées plutôt bien, ces 5 crises. C'est le fait que pour la première fois, les Européens et les Allemands ont accepté, on emprunte ensemble pour investir ensemble. On n'a jamais fait ça en Europe. 750 milliards d'euros.
ont été empruntés par l'Union européenne ensemble pour investir ensemble. Donc, alors justement, on ne s'est pas concerté, mais ça fait un relais sur ma prochaine interrogation. Il y a ce plan de relance, en effet, premier qui a été mis en place pour le Covid et pour faire face en effet à cet arrêt brutal de l'économie qui n'était pas lié à l'économie mais à la santé. Et beaucoup réclament aujourd'hui, compte tenu de cette crise énergétique, du moins qui va sérieusement embêter les citoyens et les entreprises, hein, il faut s'apercevoir aussi que ça a un écho économique, s'il n'y avait pas besoin en effet peut-être de mettre un nouveau plan européen pour l'énergie, avec cerise sur le gâteau, la question que nous avons tous, et vous le savez mieux que moi, puisqu'il y a des règles qui avaient été mises en place, qui ont été mises en sommeil pendant le Covid, ce qu'on appelle les fameuses règles du pacte de stabilité et de croissance, qu'on doit remettre. Nos amis allemands y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, et certains autres pays du Nord. Donc comment on va arriver à mettre tout ça en ordre pour que nous ayons des règles économiques qui ne soient pas pénalisantes, et peut-être en effet un nouveau plan pour régler cette question énergétique à long terme? Je pense que avant de faire un nouveau plan, il faut réaliser le premier. Hein. Sinon, il y a une sorte de fuite en avant. Et donc, je pense que la première exigence, c'est que ces 750 milliards qui ont été décidés, qui ne sont pas tous mis en œuvre, ni empruntés, ni surtout pas réalisés, il y a des tranches, plus ou moins bien réalisées selon les pays, que tout ça soit, qu'on puisse démontrer aux citoyens contribuables que vous êtes tous, que nous sommes tous, que leur argent, cet emprunt, ces objectifs, ces projets ont été réalisés. Hein. C'est une question de crédibilité. J'aime pas beaucoup que les hommes politiques, et j'en fais partie, mais j'essaie de ne pas être comme ça, attachent plus d'importance aux effets d'annonce qu'aux effets de suivi. Hein. Voilà. Et je crois beaucoup au respect que l'on doit aux citoyens contribuables en suivant, en démontrant qu'on a délivré. Et ce n'est pas le cas encore. Hein, j'ajoute, Pascal, que dans beaucoup de secteurs de ce plan de 750 milliards, il y a des sujets qui intéressent l'écologie, l'environnement, les énergies. Hein, donc, voilà. Après, pour mettre un deuxième plan, une fois qu'on aura réussi le premier, ou que le premier sera quasiment réalisé, il faut un nouvel accord européen. Avec des gens qui ont changé, pas partout, mais par exemple en Allemagne, il y a un nouveau chancelier. Hein. Donc, voilà ce que je dirais. Oui. Alors, quant au pacte de stabilité, oui, on ne va pas pouvoir l'appliquer tel qu'il était au moment de la zone euro quand elle a été créée. Il faut faire preuve de flexibilité. Mais néanmoins, mesdames et messieurs, je pense qu'on a besoin, quand on a la même monnaie, d'un règlement de copropriété. Comme on a un règlement de copropriété dans son immeuble. Je pense qu'on a besoin de faire attention. Parce que la leçon que j'ai tirée de la Grèce, c'est que quand un pays se comporte mal, qu'il ne fait pas attention, qu'il dépense plus qu'il ne gagne, que son déficit file, et c'est un risque que nous courons en ce moment, nous Français, plus gravement qu'on ne le dit, quand il est dans la même zone euro, la même monnaie unique que les autres, il met en cause les autres. Voilà. Donc on a besoin de quelques règles, même s'il faut plus de flexibilité que celles qui étaient les règles initiales du pacte de stabilité. Et je sais que le commissaire européen, qui est un homme que je respecte, M. Gentiloni, qui est l'ancien Premier ministre italien, est en charge à Bruxelles de la politique monétaire, travaille sur ces idées-là. Alors, quelques dernières questions, parce qu'on arrive bientôt au terme, puis il faudrait que vous puissiez aussi poser des questions à Michel Barnier, hein, si vous le souhaitez. Il y avait deux questions que je voyais. La première, c'est... On a eu cette conférence sur l'avenir de l'Europe où, en effet, les citoyens ont eu pendant un moment la parole, ils se sont exprimés. Et est-ce que vous avez retenu des choses dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe et est-ce qu'il y a des suites à donner et lesquelles sur les travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe? D'abord, je trouve très important qu'on parle de l'Europe régulièrement avec les gens, qu'on donne la parole aux citoyens, qu'on les écoute. Il ne faut pas que ce soit artificiel. Et qu'on n'en parle pas seulement quand il y a une crise, une guerre ou un référendum, hein, parce que c'est souvent trop tard. C'est un peu ça, c'est pour ça que je suis content qu'on évoque ces questions, alors qu'il n'y a pas d'échéance demain matin, même s'il y a des situations très graves. Je trouve que l'Europe, mesdames et messieurs, les sujets dont nous parlons, ils sont dans notre vie quotidienne, donc
Ce serait normal que le chef de l'État, les ministres, les députés, les sénateurs fassent de ce sujet un sujet d'explication et de débat avec les citoyens plus réguliers. Mais en France, on a un peu l'Europe honteuse. Hein. On rase les murs, on en parle le moins possible, sauf pour dire c'est la faute de Bruxelles. Hein. Et tout ça est dangereux parce que le silence, il nourrit les peurs, il entretient la démagogie. Donc je trouve qu'il faut... De Gaulle, qui a compté pour moi beaucoup, disait qu'il faut combattre la démagogie par la démocratie. Donc il faut de la démocratie. Donc de ce point de vue-là, je ne ferai pas de réponse précise parce que je n'ai pas en tête des propositions concrètes de cette conférence, mais je trouve très important qu'on ait créé cette conférence et qu'on donne la parole aux citoyens. Alors, vous avez parlé de démocratie, et donc au mouvement européen à Paris, à la Société d'encouragement à l'industrie nationale et partout, on sait que les prochaines élections dans ce pays, ça va être les élections européennes. En 2024, pour ceux qui auraient oublié, au printemps. Et donc, c'est le moment démocratique par excellence, puisque là, les citoyens sont appelés à voter pour leurs députés. On voit que cette élection est encore mal connue des citoyens. Ce n'est pas celle qui a le taux de participation le plus grand. Et donc, qu'est-ce qui serait... Vous avez parlé tout à l'heure de la campagne pour le président de la Commission européenne, puisque c'est un fait qu'aujourd'hui, les candidats qui se présentent et qui gagneraient pourraient être en effet président de la Commission. C'est un moyen indirect de gagner le président de la Commission. Mais il y a plein d'obstacles encore, puisque, comme vous le dites, il faut faire campagne dans les 27 pays, mais on parle qu'une, deux, trois langues et pas les 24. Donc, c'est compliqué de se faire entendre par les citoyens dans tous les pays. Donc, comment vous voyez, quelle amélioration voyez-vous pour que cette élection européenne ne soit pas la victoire des anti-européens? Il y a un risque sérieux, comme on a vu le risque du populisme d'extrême droite ou d'extrême gauche dans notre pays, et ce n'est pas fini. Donc il faut marcher au milieu de la route, il faut affirmer ses idées, aller à la confrontation, j'essaie de le faire sans hésiter. Nous parlons d'une institution, le Parlement européen, qui est extrêmement importante. Comme Pascal Joannin l'a dit, il y a 3 grandes institutions en Europe. Une institution dont j'ai fait partie à 2 reprises, qui est la Commission européenne, qui est un peu comme un Premier ministre collectif, collective body. Hein. Il n'y a pas de Premier ministre en Europe, mais il y a une institution avec 27 personnes, indépendantes, qui prêtent serment chacune d'être indépendantes des intérêts nationaux, tout en gardant leur citoyenneté, et qui font des lois, proposent des lois, appliquent les lois, proposent des débats, et jouent le rôle d'un Premier ministre, qui n'existe pas à Bruxelles, mais comme si c'était un Premier ministre, qui propose et qui exécute. À qui il propose ces commissaires? Aux 2 chambres. J'aime bien cette idée. La Chambre des États, c'est le Conseil des ministres, les conseils des ministres, il y en a autant que de sujets qu'on a mutualisés, transport, l'énergie, les finances, l'environnement, l'agriculture, et GCG, bien sûr, et au-dessus les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil européen. Ça, c'est la Chambre des États. Puis à côté, c'est la Chambre des citoyens, qui est le Parlement européen élu par chacune et chacun d'entre vous. Et contrairement aux institutions françaises, ces 2 chambres, elles ont un pouvoir égal, ce qu'on appelle la codécision. Quand la Commission propose un texte, et moi je l'ai beaucoup fait comme commissaire à 2 reprises, au bout de chacune des 2 chambres examine le texte, il y a des navettes, et au bout de la route, il y a ce qu'on appelle un trilogue entre le commissaire, le président du Conseil des ministres des 27, aujourd'hui c'est un Tchèque, là, il y a quelques semaines c'était un Français, et puis le rapporteur du Parlement européen. Et le rapporteur du Parlement européen, c'est pour ça que ces députés européens sont très importants, et que c'est important d'y avoir de l'influence. Ce rapporteur, il est égal dans son influence, dans son importance avec le président du Conseil des ministres. Si le rapporteur du Parlement ne donne pas son accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de loi. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande de faire attention à ces élections. Ce qui ne facilite pas les choses, pour être tout à fait sincère, c'est le mode de scrutin que le gouvernement actuel a changé, puisque nous avions un mode de scrutin régional, par grande région. Je souhaiterais qu'on y revienne, mais pour l'instant, c'est une liste nationale. Donc ce sont les partis qui désignent
plus que les citoyens qui désignent des élus, hein, selon la place qu'ils occupent sur la liste. Voilà. Mais en tout cas, ces élections sont très importantes et le débat de 2024 est extrêmement important pour la raison que je viens de vous dire. Voilà. Voilà. Très bien. Eh bien, moi, j'ai envie de donner la parole aux citoyens là, qui sont dans la salle. Je vois des mains se lever, donc il y a plein de réactions. Je suis là pour distribuer la parole. Je vous chie pas. Je vous chie. Très bien. Donc, il fonctionne. Merci déjà pour toutes les mains qui se lèvent. Je distribuerai à peu près la parole dans l'ordre pour ce que je peux. Comme nous sommes là pour écouter les réponses, je vais vous demander de faire des questions courtes, voire très courtes. Merci d'avance. Alors, tiens, Jean-Paul. Jean-Paul Doguet du Mouvement européen Paris. J'ai 2 questions pour Michel Barnier. Est-ce qu'il vous paraît concevable et possible que d'ici 10-20 ans, la Grande-Bretagne revienne dans l'Union européenne? C'est ma première question. Ma deuxième question, Rishi Sunak s'est récemment plaint de voir que la Grande-Bretagne était exclue des programmes scientifiques européens et il considère que c'est un manquement au traité du Brexit que vous avez négocié. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais essayer d'être plus télégraphique que je l'ai été jusqu'à maintenant dans des questions fondamentales, mais ces questions sont importantes. La réponse est oui à votre première question, la porte est ouverte. Et d'ailleurs, jusqu'au dernier moment de la négociation, moi j'ai eu l'espoir que l'on garderait la porte ouverte, par exemple, pour que le Royaume-Uni reste dans l'union douanière. Je n'ai toujours pas compris à quoi correspond du point de vue de l'intérêt national britannique, je dis bien du point de vue de l'intérêt national britannique en économie, le fait d'être sorti de l'union douanière. Et là, aujourd'hui, ils viennent de dire on a un accord avec l'Australie qui est décevant. Et évidemment, comment vous voulez négocier avec des pays du reste du monde mieux tout seul que de négocier au nom de 450 millions de consommateurs? Mécaniquement, ce n'est pas possible. Donc, voilà, la porte est ouverte. Ça demandera une nouvelle négociation et simplement, monsieur, si le temps passe, comme c'est probable, hein, parce que je ne vois pas ça à court terme, ce temps-là, il va peut-être être utilisé pour provoquer de la divergence réglementaire. Les Britanniques, d'ailleurs, ont cette idée. M. Johnson l'avait dit, nous allons faire Singapour sur Tamise. Singapour sur Tamise, ça veut dire qu'ils abandonnent ou qu'ils s'éloignent de nos règles pour faire du dumping fiscal, social, environnemental. Le jour où ils voudraient revenir, il faudra se rapprocher et pas s'éloigner. Hein. Voilà. Mais la réponse est oui, quand ils veulent. Ce qui prouve qu'on n'est pas... Enfin, et qu'ils respecteront les conditions. Je n'ai pas vu cette déclaration de M. Sunak parce que je n'ai pas du tout vu que l'accord du Brexit, sauf sur l'Irlande dont j'ai parlé tout à l'heure, n'était pas appliqué. Hein. Les Britanniques ont voulu participer au programme scientifique européen et nous avons donné notre accord. Ils y participent, mais ils payent leur part, pas comme avant. Ils étaient les premiers bénéficiaires de la politique de recherche européenne, parce qu'ils ont des universités extrêmement performantes, des laboratoires, et donc ils recevaient plus qu'ils ne donnaient à la politique européenne de recherche. Là, c'est fini. Hein. Alors, ils participent et ils payent, mais ils participent. Donc je vais regarder le point que vous évoquez, parce que je n'ai pas entendu dire qu'il y avait un problème sur les programmes de recherche tels qu'ils ont été accordés dans la négociation du Brexit. En revanche, ils ont refusé de participer à Erasmus, et ça, je le regrette, mais ils veulent faire leur Erasmus national, à eux, concurrent d'une autre, ça c'est leur choix. Merci de votre intervention. Vous avez parlé des cabines. J'ai le projecteur dans la gueule. Je savais que ce n'était pas moi qui vous éblouissais. Dans attendez, vous n'avez encore rien dit, donc ça peut arriver. Dans les nombreuses cabines dont vous avez parlé tout à l'heure, ça m'a amené à cette réflexion. Est-ce que, comme certains le suggèrent, il faut réduire l'Europe avec un cercle de pays
moins important, ou au contraire, est-ce qu'il faut l'étendre? Et deuxièmement, on parlait tout à l'heure des élections, on parle des jeunes, on parle de leur compréhension et de leur intérêt pour l'Europe. Qu'est-ce que l'éducation nationale pourrait faire dans ce domaine? Alors, je ne crois pas à cette idée que certains hommes politiques, de droite notamment en France, imaginent, y compris dans ma famille politique, de réduire l'Union européenne. Les pays qui se sont engagés l'ont voulu, ils ne sont pas obligés, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils en font toujours beaucoup dans ce processus de coopération, et donc je pense qu'on va garder ces cercles. Le premier cercle le plus intégré, c'est la zone euro, et qui doit encore mieux fonctionner avec certaines souplesses ou certains cadres qu'il faut actualiser avec les leçons des crises. Le deuxième cercle, c'est le marché unique. Là aussi, il y a plein de choses à harmoniser sur le plan de l'énergie, sur le plan du numérique. La réponse à votre question, pour ceux qui voudraient aller plus loin en étant moins nombreux, c'est dans le cadre, sur la route que j'évoquais tout à l'heure, là on est tous sur la même route, c'est de ne pas marcher tous à la même vitesse. C'est pas possible quand on est 27 de marcher sur tous les sujets au même pas. Sinon, on risque de marcher toujours au pas du pays le moins pressé. Donc la solution, elle existe dans les traités, ce qu'on appelle la coopération renforcée. C'est l'idée que quelques pays, en informant les autres, disent « nous voulons faire telle initiative ou telle politique plus vite que les autres ». Personne ne les empêche de partir en avant sur la route et tout le monde peut les rejoindre un jour. Moi, j'ai fait ça, par exemple, dans un domaine très précis. Quand j'étais commissaire au marché intérieur, c'est la question du brevet européen. Un brevet européen, c'est un sujet important pour les entreprises, que de protéger leurs innovations, leurs recherches. Ça coûte 25 000 €. Parce qu'il faut traduire le corps du brevet dans 24 langues si on veut être protégé dans tout le marché unique. Aux États-Unis, ça coûte 6 000 €. Et donc, on a proposé un brevet en 3 langues. Anglais, français, allemand. De manière pragmatique. Alors, il y a 2 pays qui se sont opposés, l'Italie et l'Espagne. Et on a avancé en coopération renforcée à 25 à l'époque, 26. Et puis, ils ont rejoint après. Voilà, c'est un exemple. On n'est pas empêché d'avancer plus vite, mais je ne recommanderais pas d'ouvrir un débat sur il faut réduire. Alors après, avant d'élargir à de nouveaux pays, il faut bien regarder qu'il s'agit de leur état de préparation, la corruption, l'état de droit, etc. Et puis si nous sommes prêts aussi. Hein. Voilà. Donc je dirais ça. Oui, je pense que il faut refaire la preuve du projet européen tous les jours, et qu'il faut remettre dans le projet européen davantage d'humanisme, de culture, d'émotion, d'éducation. C'est pas difficile, plus que de techniques, de finances et de mots bureaucratiques, hein, je pense ça. Donc j'ai des amis qui travaillent par exemple sur un projet qu'ils ont réussi en France qui s'appelle Sport dans la ville. Parce que vous en avez entendu parler, c'est l'idée que dans les quartiers difficiles, et Dieu sait s'il y en a, avec des sponsors, avec des entreprises, des partenaires, on installe des installations sportives pour les jeunes, de basket, de foot, de hand, qu'on met à disposition des jeunes, définitivement. Puis il y a des formateurs et des éducateurs. Et cette idée-là, elle est juste. Elle fonctionne à Lyon, elle fonctionne dans la banlieue parisienne. Je trouve que l'idée de faire une sorte d'Erasmus du sport, de programme européen d'éducation et de sport est une bonne idée. Mais je crois qu'il faut préserver les activités culturelles communes, même si c'est difficile en temps de budgétaire compliqué, mais ma réponse est oui à votre question. Bonjour monsieur, juste une petite question. Où est-ce que vous êtes ? Bonjour monsieur, une petite question. Comment est-ce que l'UE peut arriver à maintenir ou à créer une indépendance énergétique sur le long terme, sachant que la crise actuelle nous force à importer à prix très élevé des hydrocarbures de l'étranger ? Oui, mais vous avez
Enfin, il n'y a pas une réponse. Je ne veux pas faire preuve de prétention, et puis je ne connais pas tous ces sujets dans le détail non plus, mais vous avez apporté un peu la réponse à la question en disant comment on peut faire à long terme en important aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il y a, le long terme, c'est clairement l'objectif d'être le moins dépendant possible de ces énergies fossiles, notamment. Et donc d'en importer moins, de moins loin, ce qui n'est pas le cas actuellement. On importe des énergies fossiles, du gaz et du pétrole de très loin, parfois d'Indonésie ou d'ailleurs, dans l'urgence, mais de réduire, d'augmenter la sobriété, de réduire notre consommation quand on le peut, et de produire de l'énergie par nous-mêmes, nucléaire, énergie renouvelable notamment. Donc la réponse est dans le temps. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que vous dites, ce que j'ai dit moi-même n'est pas possible. Sauf à négocier, puisqu'on ne peut plus acheter du gaz et du pétrole russe et qu'on ne va plus le faire, en tout cas à court terme. Un jour, nous rétablirons des relations normales avec la Russie, je l'espère. Mais la Norvège est là, l'Algérie est là, les pays du Golfe sont là, donc il faut négocier avec eux. Mais la réponse est dans le temps, monsieur, qu'il faut pour faire les choses. Oui. Roland Burrus. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Roland Burrus, membre du mouvement européen. Il y avait une coopération militaire renforcée entre la France et la Grande-Bretagne avant le Brexit. Avec l'arrivée du Brexit, qu'est-ce que c'est devenu ? Ça n'a théoriquement rien changé. Parce que le Brexit portait sur une négociation entre l'Union européenne et un pays qui voulait quitter l'Union européenne. Donc on a détricoté les politiques communes à la demande des Britanniques. Et par exemple, l'accord bilatéral que nous avions et qui vient d'être réactualisé aujourd'hui sur les immigrés, sur les bateaux qui partent à Calais, c'est un accord bilatéral. Je n'en ai pas du tout discuté avec les Britanniques. Ce n'est pas un accord européen. Et la coopération franco-britannique en matière de défense, entre deux pays qui ont une force de dissuasion, qui sont tous les deux membres du Conseil de sécurité, qui ont une diplomatie mondiale, des moyens, ce sont les deux armées les plus performantes d'Europe, cette coopération elle est d'intérêt général. Elle n'est pas remise en cause par le Brexit. Et bonsoir, Chambre de commerce France-Israël. Et je voudrais vous dire que je pense personnellement, comme vous, que le nationalisme a été pendant des siècles un moteur de développement absolument exceptionnel. Il est devenu justement ce qui nous affaiblit. Comment pensez-vous qu'on peut réunir de nouveau, former de nouveau? Par exemple, sous Barroso, je travaillais pendant longtemps avec la Commission européenne. On a organisé énormément d'événements, des voyages, etc., même avec des pays autour de l'Europe pour les réunir. Et comment peut-on faire aujourd'hui pour développer, pour réunir et arriver à se focaliser sur les problèmes, par exemple, des énergies, de la disparition des espèces, le climat, etc. Comment peut-on de nouveau former et développer? Bon, d'abord, vous avez des situations exceptionnelles qui bousculent, freinent, parfois effacent des progrès. Attendez, madame. Ne vous inquiétez pas. Je répète, vous avez des événements exceptionnels ou des crises qui viennent parfois d'ailleurs, qui bousculent, freinent, effacent les efforts qui ont été faits. Regardez, je l'ai dit tout à l'heure, mais la situation insensée, incroyable dans laquelle nous avons été plongés pendant 2 ans à cause du Covid. Tout est arrêté. Tout. La guerre aujourd'hui bouscule beaucoup d'habitudes et de certitudes et crée beaucoup de problèmes aussi. Donc, on ne peut pas toujours dire on continue sans faire attention. Tout ce qu'on a bien fait dans le passé, il faut s'efforcer de le faire, mais tenir compte aussi de manière réaliste des situations. Néanmoins, l'Union européenne doit rester, sans donner de leçons au reste du monde, il faut faire attention
l'arrogance, qui n'est pas seulement française quelquefois. Sans donner de leçons au reste du monde, il faut rester un lieu où les valeurs, les droits de l'homme, les droits de la femme, la démocratie sont au cœur même de ce que nous avons fait, de cette coopération européenne, et rayonnée. Donc j'ai le souvenir, j'étais membre de la commission Barroso aussi, de cette période plus calme, géopolitique, où on multipliait les rencontres, et je pense qu'il faut que la Commission, les institutions continuent à provoquer ces débats et qu'on soit toujours un lieu où les autres régions du monde peuvent venir, parfois même pour discuter plus facilement qu'ils ne le font entre eux. Je veux dire, par exemple, vous parliez de France-Israël tout à l'heure, un instant, je me suis beaucoup investi quand j'étais ministre des Affaires étrangères sur ce conflit israélo-palestinien qui est au cœur de beaucoup de ruptures et de tensions dans cette région. J'ai toujours été frappé que quand les Palestiniens et les Israéliens voulaient discuter, souvent ils le faisaient à Washington, et qu'on n'arrivait pas à trouver un think tank, un lieu à Bruxelles où ils puissent venir, vous voyez, plus près. Donc en tout cas, je crois beaucoup que nous devons garder cette capacité de rayonner et d'ouvrir le débat à nous, Européens. Je vous en prie. Bonjour. J'avais deux questions. La première concerne l'accord sur la pêche du Brexit. Oui. J'ai regardé avec beaucoup d'attention l'annexe. C'est vraiment un souci minutieux du détail, avec des chiffrages, de chiffres derrière la virgule, etc. Diriez-vous que la bonne application, je comprends que ça a été minutieux parce que c'était difficile, mais la bonne application reviendrait à retirer les chiffres derrière la virgule et à simplifier, puisque ça doit durer jusqu'en 2026, ou comment est-ce qu'on fait? Deuxième chose, c'est pour éviter un deuxième Monsieur Farage. C'est vrai que c'était un drame. Est-ce que, sans se déclarer pro-européen, convaincu, etc., on ne peut pas exiger des candidats qui viennent aux élections d'au moins pas avoir envie de détruire? Vous nous expliquez qu'à la Commission, on doit prêter serment qu'on agit pour l'Union européenne et pas pour son propre pays. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Oui, ça, alors là, je suis impressionné par vos deux questions. Madame, nous sommes dans un pays démocratique et faisons tout pour le rester, même s'il y a beaucoup de tensions et beaucoup de risques pour la démocratie. Et dans une démocratie, sauf à mettre en cause les grands principes et les grandes valeurs, comme quelquefois on le voit, refuser toute forme de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme. Dans ce cadre-là, les opinions sont libres. Et alors, vous ne pouvez pas, je n'imagine pas qu'on puisse dire à un candidat aux élections présidentielles, vous devez prêter serment de défendre l'Union européenne. En revanche, vous êtes libre, madame, d'utiliser votre bulletin de vote. Moi, je dis, quelquefois, j'ai fait des débats avec les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche qui me disaient, et pourquoi pas un référendum en France? Je dis, mais nous avons un référendum tous les 5 ans en France sur l'Europe, où on élit un président de la République qui est favorable à l'engagement, à poursuivre l'engagement tout en changeant ce qui doit être changé, ou bien quelqu'un qui veut sortir. Le Pen Macron, c'était ça. C'est pour ça que j'ai voté Macron, même si je n'étais pas d'accord avec lui au premier tour, mais sans hésiter, parce que lui, je sais qu'il est pour un ancrage de la France, comme depuis De Gaulle d'ailleurs, de la France dans l'Europe. Madame Le Pen, même si elle ne dit pas tout ce qu'elle pense, très habilement, je sais qu'elle n'a pas changé d'idée. Donc voilà, on a un référendum tous les ans. Mais le pouvoir que vous avez, ne le négligez pas, c'est celui de voter. Voilà. Alors après, votre première question m'impressionne aussi beaucoup. Je suis très frappé. Vous avez dû avoir du temps pour lire les annexes de l'accord sur la pêche. Parce que pourquoi c'est compliqué, mesdames et messieurs? Parce qu'il y a 110 espèces de poissons. 110 que nous pêchons chez les Britanniques et que les Britanniques pêchent chez nous. Et nous pêchons beaucoup plus chez eux qu'eux chez nous. C'est le seul domaine dans la négociation du Brexit où nous étions dépendants d'eux, où ils avaient un avantage. C'est pour ça que ça a duré jusqu'au bout.
jusqu'au 24 décembre 2020, 24 décembre à 15h, où ils ont accepté l'accord que j'avais proposé, défendu par Mme von der Leyen. M. Johnson a été obligé d'accepter un accord qui préservait pour nous l'essentiel des capacités de pêche, et jusqu'en 2026, l'accès aux zones britanniques avec après une renégociation annuelle. Donc les virgules sont très importantes. Derrière chaque virgule, vous avez des bateaux, hein, sur les quantités, les espèces, les lieux. Et naturellement, dans cet accord, on a des garde-fous, parce que si les Britanniques se mettaient à dire, eh bien, on vous interdit, par exemple, l'accès à la mer du Nord, ça serait catastrophique pour les pêcheurs danois, néerlandais, y compris français et parfois espagnols. Mais nous avons des moyens de rétorsion en fermant nos marchés à l'électricité ou énergétique. Donc voilà, je ne souhaite pas qu'on arrive à ça, j'espère qu'on va se comporter de manière intelligente. Ça n'a pas toujours été le cas au niveau de la pêche au début de la mise en œuvre de l'accord. Hein. Voilà, parce qu'ils sont... Je vous en prie. J'ai deux questions. D'abord, quelles sont les leçons à tirer du Brexit? Vous avez mentionné que vous voulez en parler. Deuxième chose, c'est sur la défense. Les peuples européens disent que la défense, c'est important. Il n'y a aucune entité politique dans l'histoire qui a pu survivre s'il ne pouvait pas se défendre. Comment, à votre avis, l'Union européenne pourrait faire de sorte de pouvoir se défendre elle-même et pas uniquement être dépendant des Américains? Je suis nullement anti-américain, mais on ne sait jamais, on peut avoir un autre Trump ou même pire. Vous pouvez me rappeler le premier point que vous avez évoqué? Oui, vous avez dit qu'en quoi vous voulez vous-même parler sur les leçons du Brexit. Attends pour moi. C'était pas une petite question. Alors, je peux le faire bref, mais je pense que c'est très important. Dans mon bouquin, d'ailleurs, le premier, qui a été traduit en anglais, d'ailleurs, le premier chapitre s'appelle « Un avertissement ». Et donc, j'ai essayé de réfléchir pourquoi 52% des Britanniques, dans un vote démocratique, ont voté contre l'Europe. Il y a bien sûr des raisons britanniques. Il y a des nationalistes comme M. Farage ou M. Johnson qui ont une idée un peu nostalgique et qui voulaient Global Britain, la souveraineté nationale, etc. Et parfois, ils sont très sincères au Parti conservateur. Donc je ne conteste pas ça, mais je constate. Je ne conteste pas, mais je constate. Vous avez des gens de la City qui les ont soutenus aussi financièrement, pour des raisons moins nobles, parce qu'ils voulaient se dégager, se protéger des règles européennes de supervision, qui ont soutenu ces nationalistes. Et ces deux groupes-là, ils ont utilisé quelque chose de très important pour répondre à votre question, c'est la colère sociale. La colère sociale dans beaucoup de régions britanniques où il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de transport public, une immigration mal maîtrisée, une vraie colère qu'ils ont dirigée exclusivement à ce moment-là du référendum contre Bruxelles. Voilà. Contre une mondialisation dont j'ai parlé moi-même tout à l'heure, mais qui n'a pas été bien maîtrisée, et en disant Bruxelles ne nous a pas protégés. Donc il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, évidemment, de Farage, quand il a baladé son bus rouge, là, vous savez, en disant on va récupérer 320 millions, 330 millions de livres sterling par semaine pour les mettre dans le service social britannique. C'était un mensonge. Quand je lui ai dit à Farage dans mon bureau, mais monsieur Farage, ce bus rouge, c'était un mensonge. Elle me dit, ah oui, vous avez raison, j'avais dit à Boris qu'il ne fallait pas le faire. Oui, ils l'ont fait. Bon. Mais la démagogie, le nationalisme, le populisme, ça n'interdit pas de constater le sentiment populaire. Et le sentiment populaire, il ne faut pas le confondre avec le populisme. Le sentiment populaire, il existe là, dans ces régions britanniques, et encore maintenant, encore plus maintenant. Mais il existe aussi chez nous. Et donc, il faut répondre, il faut le comprendre, il faut répondre, il faut écouter. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon livre, et pour ça que je souhaite que l'Union européenne, comme elle a commencé de le faire, s'attache moins aux petits détails qu'aux grandes causes, et démontre par ses politiques sa valeur ajoutée. Pourquoi c'est une valeur ajoutée d'être ensemble ?
vis-à-vis des Américains et des Chinois, et pourquoi il faut investir ensemble, pourquoi il faut mieux protéger nos frontières, pourquoi il faut être moins naïf dans le commerce. Il y a des choses qu'il faut changer. Voilà. C'est ça les... Et alors votre deuxième question, c'est la défense. C'est la défense. Il faut faire attention à cette question. La défense collective, pour l'instant, territoriale, elle est pour tous les pays européens, ou la plupart d'entre eux, pas tous encore. L'Autriche n'est pas dans l'OTAN, l'Irlande n'est pas dans l'OTAN, hein, même si 2 pays viennent de rejoindre l'OTAN. La Finlande et la Suède, c'est l'OTAN. Hein, voilà. Et dans le moment grave où nous sommes, surtout avec cette guerre juste chez nous, là, à côté, il y a une sorte de repli, en plus, sur l'OTAN, en disant le parapluie américain, hein, alors même que les Américains cherchaient à se dégager de leur engagement en Europe. Donc le chemin, il est étroit entre ceux qui, comme nous, Français, depuis plusieurs gouvernements, plaident pour une autonomie stratégique, une capacité propre de l'Europe, et puis la solidarité de l'OTAN que nous ne devons pas remettre en cause. J'ai trouvé insensé que certains hommes politiques, à droite ou à l'extrême droite, disent qu'il faut se retirer du commandement intégré de l'OTAN. Hein. En revanche, il y a un chemin pour ce que Chirac et Tony Blair appelaient, dans un accord qui s'appelait l'accord de Saint-Malo, appelaient une défense européenne solidaire et autonome. Autonome, capable de se projeter par elle-même, sans permission, et solidaire dans l'OTAN. Voilà. C'est ça que nous essayons de faire patiemment, mais ça exige beaucoup de chemin. Vous savez, on vient de créer un fonds. Pour la première fois, le budget européen finance des investissements stratégiques et militaires, depuis la première fois depuis 60 ans. Nous avons une coopération renforcée en matière de défense, comme je disais tout à l'heure. Il y a des programmes communs, il y a des coopérations bilatérales, pas à pas, hein, pour reprendre le mot de Jean Monnet, pas à pas. Mais en faisant attention de ne pas agresser ou critiquer l'OTAN excessivement, même si ça ne fonctionne pas toujours, parce que là, immédiatement, ça provoque un repli, une crainte. Donc le chemin existe, voilà ce que je pense. Et moi, je continuerai à plaider et à agir pour cette défense européenne autonome et solidaire. Oui. Oui, deux questions aussi. Que pensez-vous de l'entrée rapide dans l'Union européenne de l'Ukraine et de la Finlande? Et ma deuxième question n'a rien à voir. Pas de la Finlande, monsieur. Si, de la Finlande, je crois qu'ils l'ont demandé. Non, la Finlande est déjà dans l'Union. Non, de la... Bon, le Moldavie, enfin surtout l'Ukraine. Bon. Oui. Et deuxième question, pardon. Que pensez-vous de la Suisse qui n'a pas beaucoup de ressources, se défend très bien, est en dehors de l'Europe? Quel secret, oui, quel miracle, que dire? Je suis très proche de la Suisse. Hein. Oui, la Suisse, c'est comme la Norvège. Hein. Il y a eu des processus de négociation à des moments de l'histoire récente. La Norvège, c'était en même temps que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Il y a eu un référendum. Là où j'ai voté oui, comme plusieurs d'entre vous, j'espère, en 1972, c'était 4 pays. Et finalement, la Norvège, on a dit oui, et eux ont dit non. Et ils sont dans le marché unique. Ils sont beaucoup plus intégrés à nous que les Suisses, hein, qui ont des accords très nombreux et très partiels. Mais je ne vais pas discuter de ça. La porte est ouverte. Et c'est le choix du peuple helvétique et seulement de lui, parce qu'ils sont prêts à entrer s'ils considèrent que c'est leur intérêt. J'ai toujours été assez frappé d'ailleurs de voir que les 2 pays les plus riches d'Europe, la Norvège et la Suisse, avaient refusé d'entrer dans l'Union. Ce qui prouve bien qu'on ne doit pas seulement être un marché, qu'on doit avoir quelque chose de plus à proposer. Être une puissance, comme vous le disiez, monsieur, tout à l'heure très bien, c'est une économie, une politique étrangère, une monnaie et une défense. C'est ça qui fait qu'on est une puissance. Et donc il faut se battre pour, et agir pour devenir cet acteur global et cette puissance mondiale que nous ne sommes pas encore. Voilà. L'Ukraine, en raison de cette guerre provoquée par M. Poutine, de cette invasion, d'abord démontre un sentiment national extrêmement admirable, que M. Poutine a toujours nié ou contesté ou sous-estimé.
une des erreurs qu'il a faites, c'était qu'il a pensé qu'il n'y avait pas de sentiment national en Ukraine, de fierté. On voit bien que c'est le contraire aujourd'hui. On a un accord d'association avec l'Ukraine qui a été négocié, qui est très ambitieux. Là aussi, comme je disais tout à l'heure, appliquons cet accord dans toutes ses dimensions. Et puis on a enclenché, dans le cadre de cette guerre, on a enclenché plus vite, sans doute, le processus d'adhésion en donnant le statut de candidat à l'Ukraine. Mais ça va prendre du temps, donc c'est pas la peine, c'est pas ce que demandent les Ukrainiens de raconter des histoires, ils ne vont pas rentrer demain matin. Il faut qu'ils soient prêts, ils ne le sont pas, notamment en ce moment, et nous ne sommes pas prêts. Mais en tout cas, le processus est enclenché, et un jour, ce pays fera partie de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'on peut regrouper les questions? Parce que je crois qu'il y a une contrainte horaire de libérer la salle et Michel Barnier. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait grouper toutes les questions que ceux qui ont levé le micro? D'accord. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Merci, madame. Voilà. Merci. Bonjour, monsieur Barnier. Davoud Khan, Fédéral Europe. Merci pour les précisions et les informations intéressantes que vous avez bien voulu nous donner. Vous parlez de puissance européenne et vous dites qu'il faut qu'on fasse une politique de défense, de diplomatie et d'industrie, d'après ce que j'ai compris. Et quand on voit les résultats, ils ne sont pas au rendez-vous. Vous le dites vous-même, on ne peut pas se défendre seul, on n'est pas capable de faire face à la concurrence américaine et chinoise, et on n'a pas de politique étrangère. Alors est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à changer un petit peu de modèle et d'aller vers ce que les Allemands proposent, c'est-à-dire de faire, avec un groupe de pays restreints, un noyau fédéral qui sera membre de l'Union européenne, et notamment en commençant par les Français et les Allemands, et sur la question de la nation et du peuple européen, qui est une vraie question que vous avez bien soulignée. Les Suisses, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Italiens, et ça s'est fait progressivement. Donc quand vous mettez en place un processus, progressivement, vous avez une identité nationale. Merci. Oui. Oui, le Parti communiste chinois affiche très clairement qu'il veut changer l'ordre mondial et qu'il veut faire disparaître les valeurs de démocratie libérale qui caractérisent le monde occidental. Comment vous voyez la relation que l'Europe doit avoir avec la Chine dirigée par la dictature communiste? Alors, merci beaucoup, Monsieur Barnier, d'abord pour votre engagement européen qui est constant. J'aurais deux questions assez différentes. La première, c'est, vous avez mentionné le brevet européen, et en fait, il y a une politique qui est très importante, évidemment, à l'échelle européenne et nationale, c'est la politique d'innovation, et on est à l'hôtel de l'industrie, donc je pense que c'est le bon endroit pour l'évoquer. Que pensez-vous qu'on peut faire pour aller plus loin ? Et ma deuxième question sera une question de politique nationale. Évidemment, dans quelques semaines, il y aura des élections au sein du parti Les Républicains. Et j'ai une question assez directe. Est-ce que vous pensez que les idées de M. Ciotti sont compatibles avec le droit européen ? Sous-entendu, pensez-vous que les pro-européens au sein des LR pèsent encore aujourd'hui et peuvent aussi avoir ces idées pro-européennes encore chez les Républicains? Je vous remercie beaucoup. Oui, deux questions différentes. Alors je vais répondre à ces trois questions en vous demandant peut-être après la permission d'arrêter. Mais je reste en dessous, je vais rester pour signer les bouquins si vous le voulez. Oui, nous avons vu les conclusions du congrès du Parti communiste, qui est un événement considérable en Chine. Il y a dans le monde d'ailleurs d'autres forces qui veulent détruire les valeurs qui sont les nôtres. Je ne fais pas de comparaison, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais des forces non étatiques de l'islamisme radical veulent détruire aussi notre civilisation. Alors, cette question mériterait une conférence à elle seule, et je ne suis pas forcément le mieux placé pour la faire, mais moi je suis un peu sur la ligne que M. Biden a exprimée en rencontrant ce matin le président chinois.
nous devons discuter, nous devons dialoguer, nous devons nous respecter. On ne peut pas se passer, nous Européens, qui sommes le premier marché mondial, même si ce n'est pas le plus nombreux, c'est le plus riche, le plus puissant, on ne peut pas se passer, pour notre exportation, nos productions, d'une relation avec la Chine, et eux-mêmes ne peuvent pas ignorer, pour leur propre production, notre marché, notre pouvoir d'achat. Donc mon idée, c'est qu'on ait une relation avec eux comme nous l'avons, peut-être avec un peu moins de naïveté dans nos échanges. Voilà. Et que la réciprocité devienne la règle dans nos échanges. Voilà. Donc, beaucoup de fermeté. Avec les Chinois, il faut être continu, il faut du respect. Je me souviens un jour de l'ambassadeur chinois à Paris, qui est maintenant reparti à Pékin, qui me disait, n'oubliez jamais, M. Barnier, une chose importante, c'est que chez nous, le temps est plus long qu'ailleurs. Donc il ne faut pas de la désinvolture avec les Chinois, il ne faut pas de papillonnage, il faut de la constance. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, monsieur, c'est que pour discuter avec les Chinois, même si nous avons des relations anciennes depuis De Gaulle 64, nous devons avoir avec nous la force d'être ensemble, nous, Européens. Parce que c'est la seule raison pour laquelle ils nous respecteront. C'est les 450 millions de consommateurs et les 22 millions d'entreprises européennes qui constituent le marché unique. La seule raison. Et donc c'est pour ça que je me suis battu dans le Brexit, Pascal, pour qu'il n'y ait pas de cherry picking, qu'il n'y ait pas d'affaiblissement du marché unique. Le brevet, c'est un des outils de la compétitivité. Il y avait une troisième question tout à l'heure, non ? Ah, le noyau fédéral. Non, mais je me méfie d'utiliser des mots, je l'ai prononcé pour expliquer qu'il y a une partie de la réalité européenne qui est fédérale, la monnaie, mais je me méfie des mots qui n'ont pas du tout la même traduction quand vous les utilisez à Berlin ou à Paris. Le mot de fédéralisme, il ne dit pas la même chose. Fédéralisme en Allemagne, ça veut dire décentralisation, régionalisation, les Länder. Chez nous, ça veut dire centralisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous employez un mot que les gens ne comprennent pas de la même manière, vous êtes foutus. J'ai écouté le discours du chancelier Scholz, et c'est un discours important, même si je ne partage pas toutes ses idées sur le plan de la mécanique. Je pense que d'abord les Allemands et les Français doivent se reparler en ce moment. Il faut qu'ils remettent de l'ordre entre eux. La coopération franco-allemande actuellement ne marche pas bien, dans le domaine de la défense et dans d'autres domaines, l'énergie dont tu parlais. Je vous dis une chose que je pense, c'est que cette coopération, elle est de plus en plus nécessaire, elle est de moins en moins suffisante en Europe. De plus en plus nécessaire, de moins en moins suffisante. Mais elle est nécessaire. Et donc il faut que les Français et les Allemands se reparlent, parce que si ça ne se reparle pas, s'il y a un manque de confiance ou d'action commune, tout se bloque. Et dans ce moment où nous sommes, c'est très grave, parce qu'il y a des pays en Europe qui viennent de changer de gouvernement, plus ou moins longtemps, la Pologne, l'Italie, la Suède, la Hongrie, qui peuvent créer un axe différent. Et donc, je recommande que dans ce moment-là, les Français et les Allemands soient à la hauteur de leurs responsabilités pour le projet européen. S'il faut aller plus loin, Français et Allemands d'abord, et avec d'autres, les pays du Benelux, pourquoi pas l'Italie, alors il y a la coopération renforcée qui permet de le faire. Voilà, je pense. Mais si pour faire ce que vous appelez ce noyau fédéral, il faut détricoter les règles de la zone euro, là, non, je vous en prie, il faut corriger, réformer, compléter, aller plus loin dans certains domaines, mais ne pas redétricoter. Voilà. Le brevet européen est un exemple des outils de la compétitivité européenne. C'est pour ça que je me suis battu pour... Oui, je pense que nous devons, que le mot de politique industrielle, qui était un gros mot il y a à peine 6 ou 7 ans, je me souviens, mesdames et messieurs, d'une lettre que j'ai faite avec M. Tajani, qui était mon collègue commissaire à l'époque à l'industrie, quand j'étais commissaire au marché intérieur. Il est aujourd'hui le nouveau ministre italien des Affaires étrangères. On a fait une lettre à M. Barroso, qui a d'ailleurs fuité, c'est pas moi, enfin elle a fuité, oui, possiblement, dans lequel on demandait, il y a 5 ou 6 ans, la création d'un
un observatoire européen des investissements étrangers en Europe. Qui achète quoi? Qu'est-ce qu'achètent les Russes? Qu'est-ce qu'achètent les Chinois comme équipement ou entreprise ou société stratégique? Qu'on sache au moins qui achète quoi. C'est une part de la naïveté que j'évoquais tout à l'heure. Et je me suis pris la porte dans la gueule. Et M. Tajani aussi. On nous a dit, Barroso m'a répondu, c'est du protectionnisme à la française. Et les Américains, eux, ils savent exactement qui achète quoi chez eux. Les Russes, j'en parle pas, et les Chinois non plus. Donc il faut arrêter d'être naïf. Et là, maintenant, la France a poussé, le gouvernement français a poussé pour ça, et on est arrivé à créer quelque chose qui ressemble à ça. Première chose. Ensuite, donc ça veut dire que le mot de politique industrielle n'est plus un gros mot. Et à la faveur de la crise du Covid, on a vu que le Doliprane n'en avait plus, il fallait l'acheter en Inde, et il y a plein d'exemples où on est totalement dépendant sur des secteurs stratégiques. Donc c'est une urgence vitale, c'est une alerte rouge que de faire le diagnostic, comme M. Breton, que vous avez cité tout à l'heure, il travaille, le diagnostic des secteurs où nous sommes en risque de dépendance définitive, et de reconstruire une capacité européenne industrielle et de recherche. Voilà. Je suis fondamentalement convaincu de ça. Et c'est ce qu'attendent les gens. Parce que derrière la recherche, il y a, y compris la recherche militaire, il y a quelques années plus tard, des emplois. Voilà. Et c'est aussi une des leçons du Brexit. Parce que là où il y a eu le vote pour le Brexit, il n'y avait plus d'usines. Voilà. Alors, sur les Républicains où je suis, pas que ça reste la dernière note de la soirée, mais enfin... Non, on vous posera une autre question. Non, mais pas de problème. Moi, j'ai voulu être candidat aux primaires avec cette idée simple, qu'il fallait que ma famille politique reste républicaine, sociale et européenne. J'ai toujours cette conviction. Si un jour j'ai le sentiment que ce n'est plus le cas, je ne serai plus là. Voilà. Enfin, je quitterai cette famille. Pour l'instant, j'ai toujours essayé de la changer. J'avais une autre idée, c'est que je croyais, et je pense toujours d'intérêt national, qu'il y a une force de centre-droit en France. Et comme il faudrait une force de centre-gauche. Et qui ont disparu depuis 5-6 ans entre le parti présidentiel et puis les extrêmes. Je trouve que c'est dangereux. Voilà. Donc, je vais continuer à me battre pour qu'on reconstruise une force de centre-droit. Droite républicaine et centre qui travaillent ensemble. Donc j'ai posé des questions aux candidats, après avoir décidé de ne pas être candidat moi-même, parce que j'ai donné, je peux dire, et j'ai posé des questions sur rassemblement versus rétrécissement, sur l'écologie, dont on ne parle vraiment pas beaucoup dans cette famille politique, sur la droite sociale aussi, hein, et puis sur l'Europe. Voilà. Et j'attends leurs réponses. Je les ai reçus en Savoie, tous les trois, y compris la semaine dernière. Ils doivent faire un débat à la télévision, il y a un congrès, ils vont s'exprimer et après je m'exprimerai pour dire pour qui je vote, sans donner de consigne de vote, mais je dirai simplement pour qui je vote. Mais la question européenne sera fondamentale pour moi. Deux mots. Vous venez de parler de la Savoie. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de mouvement européen en Savoie? Oui, non, je ne savais pas ça. Il y a des Européens et des Européens en Savoie. Alors on voudrait bien, voilà, après cette conférence de ce soir, nous aimerions bien que vous nous fléchiez quelques talents pour pouvoir constituer un mouvement européen en Savoie. Très bien, je vais réfléchir à ça, oui. Voilà. J'ai quelques idées d'ailleurs. Très bien. Deuxième souhait, le mouvement européen et d'autres associations d'ailleurs européennes représentées à Paris ont travaillé sur un projet et donc vont présenter une tribune officiellement pour demander que la France, mais les autres délégations européennes, défilent aux Jeux Olympiques avec leur drapeau national et le drapeau européen. Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes prêt à soutenir cette initiative? Oui, bien sûr. En plus, j'ai une petite histoire olympique, comme vous l'avez rappelé. Hein. Donc, on avait déjà évoqué cette idée, pour être tout à fait sincère, avec Jacques Delors, qui était président de la commission à l'époque des Jeux d'Albertville, il y a
30 ans, que j'ai organisé avec Kili et beaucoup d'autres. On a eu cette idée. Alors il ne faut pas demander d'abandonner le drapeau national, jamais. Ils vont ensemble. Non, pas du tout cette idée. On peut imaginer que les deux insignes soient ensemble, côte à côte. Il faudrait que tous les pays européens soient d'accord. En tout cas, moi, je trouverais ça... si le drapeau, parce que aux Jeux Olympiques, ce sont les nations qui participent. Mais on peut être patriote et l'afficher, et en plus, je dis bien en plus, pas à la place de, en plus européen. Voilà, ce sera le mot de la fin. Alors, merci à tous en tout cas. Un petit mot de la fin. Il y a beaucoup de jeunes Européens dans cette salle aujourd'hui et nous en sommes très heureux. Est-ce que vous avez un message à leur délivrer? Oui, parce que c'est comme pour la politique. Je réponds à votre question aussi. J'étais dans un lycée il y a 4 jours devant 150 lycéens de première. D'ailleurs, je me dis que tant que je suis capable d'être compris par des jeunes de 16 ans, je ne suis pas fichu. Vous voyez. Par des gens de 60 ans aussi, d'ailleurs. Moi, c'est pas, bien que j'ai beaucoup plus que ça. Et je disais à ces jeunes, intéressez-vous à la politique, parce que sinon, c'est elle qui s'intéresse à vous. Et c'est la même chose pour l'Europe. Donc, il faut que vous soyez engagés. Et surtout, ne vous laissez pas entraîner par cette idée qu'il faut choisir entre la France et l'Europe. Elles vont ensemble, définitivement. Et quand le micro s'arrête, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. C'est prévu. Merci. C'est prévu. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup.